Un budget est une occasion pour fixer un nouveau cap. Le ministre des Finances pouvait donner l'élan nécessaire pour relancer l'économie mauricienne, mais il a raté l'occasion. Tout le monde est sorti de l'exercice du jeudi 8 juin avec une drôle d'impression, celle d'avoir raté quelque chose. En campagne électorale de 2014 et en début de mandat de l'actuel gouvernement, les premiers ministres successifs que nous avons eus, 2 premiers ministres, 3 ministres des Finances, nous avaient promis un miracle économique, deuxième miracle économique. Un thème qui semble avoir disparu du vocabulaire gouvernemental. Et là, Monsieur le Vice-président, avant que je rentre dans le vif du sujet, le budget elle-même, laissez-moi répondre deux, trois petits trucs par rapport à l'intervention du précédent orateur, notamment sur l'affaire BAI. Monsieur le Vice-président, à mon humble avis, la plus grosse bêtise de ce gouvernement, une fois accédé au pouvoir, c'était de s'en prendre à la BAI. Et en ne respectant pas les procédures d'usage propres à un état de droit. La BAI, pour moi, Monsieur le Vice-président, la BAI était malade. D'ailleurs, c'était nous-mêmes, au MMM, qui avons tiré la sonnette d'alarme en premier. Mais, Monsieur le Vice-président, je vais m'expliquer en termes figuratifs. Quand quelqu'un est malade et vous êtes le docteur, ici le docteur c'est le gouvernement, les autorités, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre devoir? C'est de le soigner. Mais ce gouvernement-là, au lieu de soigner la BAI, ils l'ont tué carrément. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des réclamations par millions à l'appel. On a des réclamations de tous bords. On a des réclamations de 35 milliards de l'ex-patron de la BAI. Et là-dessus, Monsieur le Vice-président, je vais être honnête dans mon propos, parce que quand même, nous n'oublions pas ce qui s'est passé en 2015, avec l'arrogance de certains. Nous n'oublions pas ce qui a été dit dans des débats télévisés à la MBC. Nous n'oublions pas ce qui a été dit dans des débats à la radio avec l'arrogance de certains. Et comment aussi oublier les propos de l'ancien Premier ministre à l'effet quand il est un capitaine d'un bateau, quand il sait que le navire va faire naufrage, alors il retire son argent en premier. Monsieur le Vice-président, dans quel pays nous sommes en train de vivre? C'est un délit initié, insider dealings. Et pas seulement l'ancien Premier ministre, mais y compris son ministre des Finances et le ministre de la bonne gouvernance. Et ce sont ces gens-là qui viennent nous dire, ce sont des bâtisseurs de la nation. Des bâtisseurs qui nous foutent plein la vue des procès, et des procès qui vont nous coûter des milliards, Monsieur le Vice-président. Donc, je disais qu'aveuglé par le plein pouvoir ou par excès de confiance, on a foncé tête baissée. Autant que je sache, aucune plainte n'avait été logée de la part des milliers de clients de la BAI, et le gouvernement, fort de sa majorité, a procédé unilatéralement au démantèlement de cet important conglomérat sans mesurer les conséquences. On a agi comme dans une république bananière. Il n'y a eu ni plan B, ni plan C. Ça a été une décision hâtive, irréfléchie, irresponsable et dangereuse. Et maintenant, on est en train de payer le prix de cette décision irréfléchie et irresponsable. Maintenant, comme je disais avant, sur notre tête, nous attendons des procès, des dommages en série, hypothéquant l'avenir des générations à venir. Pour notre cher pays, personne ne souhaite
un dénouement désastreux. Le gouvernement s'est rué à la télé pour faire le procès de la BAI et ils ont eux-mêmes tranché et passé à l'acte. Il y avait même des débats télévisés à la radio et à la télé, comme je mentionnais avant. Le gouvernement s'était substitué au tribunal devant une population ahurie. Si nous perdons ces procès au coût de plusieurs milliards de roupies et d'autres réclamations qui s'en suivent jour après jour, ce gouvernement n'aura plus le droit moral de diriger ce pays et doit démissionner par pure décence, par simple décence envers la nation. Donc, Monsieur le vice-président, et c'est dommage que le ministre est en train de partir parce que j'allais aussi parler sur la sécurité sociale, sur les châteaux, durant son intervention, il mentionnait qu'il y avait des châteaux en Italie, au Malte, en Espagne, des appartements à Washington. Mais la question parlementaire que j'avais moi-même posée à l'honorable ministre de la bonne gouvernance, dans sa réponse officielle, écrite, et j'espère que ça n'a pas été modifié, mais lui-même, il n'a ni castle, ni château, ni appartement, ni Washington, ni Malte, ni Espagne, ni Italie, rien. Il n'y a rien dans les documents officiels sur la liste sur les assets and liabilities of the BAI. Donc, comment venir dire, lâcher ça comme ça et puis il part maintenant? Il aurait dû être là pour pouvoir écouter ce que j'avais à dire. Donc, laissez-moi venir directement sur l'analyse économique du budget, Monsieur le Vice-président. S'il est vrai qu'on n'entend plus rien du budget 2017-2018, cela intervient dans un contexte économique incertain et tourmenté. Et c'est tout sauf rassurant pour l'avenir. Qu'y a-t-il à l'horizon? Pas grand-chose qui embrigade la nation. Il ne convainc guère tant il manque d'inspiration, brille par son absence d'ambition et présente des incohérences. Ce qui est grave surtout, c'est qu'il ne se concentre pas sur les priorités économiques de l'heure. Reléguer ainsi l'économie au second plan dans le contexte actuel de morosité économique frise de l'irresponsabilité. Un budget, c'est surtout une occasion pour insuffler un nouveau dynamisme à l'économie. La gravité de la situation par rapport à la chute aiguë de l'exportation mauricienne. En 2016, l'exportation des produits mauriciens a baissé si nettement au point qu'elle finançait seulement la moitié des importations de nos marchandises. On s'attend à un nouveau recul cette année, alors que le Brexit aura des conséquences sérieuses sur notre déficit commercial. Autre problème économique qui n'a pas été abordé dans le budget, c'est l'investissement privé. C'est à peine si ce terme a été utilisé durant le budget speech et combien c'est important l'investissement privé. Le Premier ministre se félicite de le voir enregistrer une croissance positive de 5,7% en 2016. Mais ce n'est pas un indicateur déterminant, car le montant d'investissement privé, 55 milliards environ, était bien inférieur à des années précédentes, dont nous avons atteint des chiffres dépassant les 60 milliards de roupies. Et celui de 2017 ne va pas dépasser encore une fois les 60 milliards de roupies. Donc, le budget de l'année dernière n'a pas atteint son objectif d'un taux d'investissement de 18,9% du produit intérieur brut pour l'année 2016-2017, ayant réalisé 17,6%, c'est l'investissement privé qui amène la création de l'emploi. Il répond à une logique interne. S'il n'y a pas d'investissement privé,
il n'y a pas lieu de parler de création d'emplois. Il n'y a pas de l'emploi dans le secteur public et il n'y a que de l'emploi plutôt dans le secteur public. Et d'ailleurs, on recrutera, je crois, quelques 2000 fonctionnaires et le budget elle-même ne dit rien sur l'investissement privé, Monsieur le Vice-président. La gravité de la situation économique, surtout par rapport aux difficultés du secteur offshore. Ici aussi, les discours budgétaires entretiennent le flou et l'incertitude en indiquant que we will, I quote, we will also reform our tax regime for global business companies so that it evolves and meets the new international requirements. Après avoir sacrifié les bénéfices du traité de non-double imposition entre Maurice et l'Inde, le gouvernement envisagerait de revoir le taux de 3% appliqué aux revenus des sociétés offshore. Monsieur le vice-président, l'impact de la révision du traité que Maurice avait avec l'Inde sur l'offshore, cet impact, nous n'avons pas encore ressenti cet impact. Parce que l'offshore emploie des milliers de personnes, des milliers de jeunes, directement ou indirectement, dans les sociétés offshore, dans les firmes comptables, dans les assurances, dans les banques, les chauffeurs de taxi qui y vont pour aller chercher ces employés qui travaillent fort tard la nuit, les petits commerces qui vendent de la nourriture. Donc, c'est un multiplying effect. Et tous ces jeunes qui font leurs études dans la comptabilité, c'est surtout le secteur d'offshore qui génère tous ces emplois-là. Et je parle en connaissance de cause. Moi, je suis extrêmement tracassé à l'avenir de ce secteur, surtout, comme je dis, l'effet n'a pas encore été ressenti. Donc, en essayant de revoir le taux d'imposition sur les sociétés d'offshore, le gouvernement est en train de céder aux pressions des pays, des organisations des pays développés, sans égard à notre souveraineté fiscale. Il est vrai que la juridiction mauricienne ne devrait pas continuer à fonder sa compétitivité sur un avantage purement fiscal. Il est vrai. Mais il lui faut des mesures d'accompagnement, comme l'industrie sucrière pour diversifier ses produits et ses marchés. Ce secteur est en pleine transition avec la fin du traité indien et ce budget n'a fait aucune mention. On fait comme si de rien n'était alors que c'est déterminant. Les sociétés offshore aujourd'hui paient 3% au lieu de 15% de corporate tax. Est-ce qu'on va revoir tout cela? Ce sont des mesures surtout qu'exige l'OCDE. Donc, je disais, où sont les mesures d'accompagnement? Ce qui saute aux yeux aussi, Monsieur le Vice-président, c'est que d'une année à une autre, le gouvernement annonce des gros projets d'infrastructures, établit les dépenses d'investissement, mais à la fin de la journée, l'enveloppe pour le développement est sous-utilisée. Pour preuve, pour l'année fiscale se terminant 30 juin 2017, le gouvernement n'a dépensé que 9,8 milliards sur un budget totalisant 14,4 milliards de roupies. Quant à la dette publique, Monsieur le Vice-président, en excluant l'aide de l'Inde avec une enveloppe de 35,2 milliards pour le financement d'une série de projets, la dette publique franchira pour la première fois la barre de 300 milliards de roupies, soit presque 67% de notre PIB. Ainsi, les budgetary estimates
accompagnant le discours du budget prévoit un endettement de 301,6 milliards, soit 63% du PIB, pour passer à 347,1 milliards au 30 juin 2020. Il faut se rappeler que, selon le Public Debt Management Act 2008, le taux de la dette publique doit être ramené à 50% du PIB l'année prochaine. Et, comme je disais, en excluant l'assistance financière de l'Inde de 35,2 milliards, la dette plutôt par tête d'habitant se monte à 238 600 roupies, soit l'équivalent d'un salaire moyen annuel. D'ici à juin 2020, soit à la fin du présent mandat de l'Alliance MSM-ML étrange-fuge, la nouvelle détérioration de l'endettement de 51,4 milliards pour atteindre 347 milliards, ou une dette de par personne per capita de 275 000 roupies. Et là, je dois mentionner le fait, selon moi, on aurait dû amender le présent budget par le montant qu'on doit payer aux victimes de la BAI. Comment peut-on présenter un budget 8 jours de cela, et aujourd'hui le gouvernement accepte de payer 6,5 milliards et ce montant-là ne se trouve pas dans ce même budget? C'est de l'irresponsabilité financière, monsieur le vice-président. Et on nous dit que le déficit budgétaire va être de 3,2%. Mais si on ajoute les 6,5 milliards qu'on doit payer à la BAI, quand on sait que notre GDP a atteint 447 milliards de roupies, donc on prend notre GDP, on divise par le 6,5 milliards de dettes additionnelles, notre déficit budgétaire va augmenter par 1,45%, monsieur le vice-président. Qu'est-ce qu'on va faire? On va emmener un budget supplémentaire dans quelques mois? Tout ça s'est joué maintenant. Et moi, je propose qu'on amende le budget et je vais faire une proposition au committee stage quand ça viendra, monsieur le vice-président. Et maintenant, monsieur le vice-président, et sans oublier les 3,5 milliards que la Banque de Maurice a déjà avancés à la Mobank, etc. Donc, déjà, en termes de taxpayers' money, public funds, on est arrivé à 10 milliards de roupies, seulement par la décision irréfléchie de ce gouvernement. Et l'ancien orateur, qu'est-ce qu'il disait? Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs d'emprunt, des bâtisseurs de loans, des bâtisseurs qui sont en train d'engager les générations futures. C'est ça que représente ce présent gouvernement. Monsieur le vice-président, au lendemain de la présentation du budget 2017-2018, les chiffres sur le FDI, Foreign Direct Investment, pour le premier trimestre de cette année, constituent une véritable onde de choc. Ces données confirment une baisse de 32% du montant du FDI, avec un montant de 2 milliards de roupies, soit environ 60 millions de USD, seulement injectés dans l'économie mauricienne. Le secteur porteur tel que le RIS et autres IRS a, semble-t-il, pris un véritable ralentissement en ce début d'année et qui s'annonce de très mauvais augure pour l'économie mauricienne. Et dans son rapport de perspective pour l'économie mondiale, la Banque mondiale a revu à la baisse l'estimation qu'elle avait faite en janvier dernier concernant la croissance de l'économie mauricienne. La Banque mondiale fait alors un état
d'un taux de 3,4% contre 3,5% annoncé en 2017 et prend même à contre-pied les estimations de la FMI et des autres autorités locales, dont la Banque de Maurice et Statistics Mauritius. La Banque mondiale aussi revoit également à la baisse la croissance pour 2018-2019, initialement projeté à un taux de croissance de 3,8% pour les 2 prochaines années. Les nouvelles provisions sont de 3,5% en 2018 et 3,3% en 2019. Il faut souligner que la FMI avait estimé dans un rapport publié en avril dernier que les perspectives économiques mondiales, que la croissance pour 2017 serait à 3,9% et celle de 2018 à 4%. La Banque de Maurice, elle, prévoyait une croissance de 3,9%. Tout a été revu à la baisse, Monsieur le Vice-président. Donc, Monsieur le Vice-président, qu'est-ce que la population attend de ce gouvernement? Tout simplement une amélioration de leurs conditions de vie, plus de sérénité et à des perspectives d'emploi pour nos jeunes, avec une révision du système éducatif pour répondre aux exigences d'une société moderne. Mais on a opté, mais au lieu de tout ça, on a opté à des méga-projets au coût des milliards de roupies. Des projets annoncés bruyamment, mais sans résultat. Et là, je fais référence au projet Heritage City, Monsieur le Vice-président. J'avais raison quand je m'étais opposé à ce projet qui allait endetter l'île Maurice jusqu'au cou, nos futures générations, et tout cela au détriment de Port-Louis, qui allait devenir une ville morte. L'Heritage City, qui a été validé par le Conseil de ministres, un Conseil de ministres spécial, mais c'est le même Conseil de ministres qui vient désapprouver le projet Heritage City. Quelle incohérence, quelle inconsistance, quel manque de compétence de la part d'un gouvernement d'une décision aussi grave, faite à la va-vite, des milliards de roupies dans un projet pour finalement aller tuer ce même projet, Monsieur le Vice-président. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit pour Port-Louis? Qu'il y aurait des investissements de l'ordre de 52 milliards de roupies. On avait brandi l'investissement, et par qui? Par le secteur privé. Le secteur privé allait investir dans une ville morte 52 milliards. Je me rappelle de cette conférence de presse par l'ancien ministre des Finances, l'honorable Lachmina Raidou, à ses côtés, l'honorable Nando Boda et l'honorable Esnou. Nous vendons, on allait transformer Emmanuel Anquetil, le bâtiment, en appartement. On allait transformer tous les bureaux gouvernementaux par des bâtiments résidentiels. Il y aurait eu 300 000 mètres carrés de bâtiments résidentiels pour une ville morte. Pour une ville dont on retire le Parlement, dont on retire tous les ministères d'envergure, et tous ces gens-là allaient venir à Port-Louis. Voilà ces bâtisseurs, Monsieur le Vice-président. Voilà ces bâtisseurs de Rome, de Port-Louis plutôt, Monsieur le Vice-président. Donc, Monsieur le Vice-président, et en passant, in the process, and he come back, in the process, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu 47 milliards de roupies qu'on a payé à Street Consulting. 47 millions de roupies plutôt. Tellement il y a des milliards, je suis moi-même confus. Donc, 47 millions de roupies. Non, Ratna n'est pas là. Donc, 47 millions de roupies qu'on a payé à Street Consulting, Monsieur le Vice-président. Et pour Street Consulting, là aussi, on a débattu la question ici à l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'on a eu? Aucun rapport, niet, sur Street Consulting. Et qu'est-ce qu'on disait de Street Consulting? C'était
un G2G agreement, une ferme dubaïote de grande envergure, et alors quand on vérifie ça sur Internet, il n'y a rien, monsieur le vice-président. 47 millions de roupies de taxes payeuses money qui s'est volatilisé, monsieur le vice-président. Maintenant, par rapport au développement économique, laissez-moi dire quelques mots sur le métro express. Nous voilà pris dans une spirale d'endettement extraordinaire. Je ne compte pas m'attarder sur ce projet tellement il y a eu de points de vue contradictoires exprimés des part et d'autres. Peut-on s'étonner de constater que la population se laisse gagner par le pessimisme et le découragement après avoir été bercée par des chansons? Le métro express est un projet grandiose sur lequel le gouvernement compte s'appuyer pour s'orgueiller. Mais cela n'a pas suscité un enthousiasme populaire. Et sans cette adhésion populaire, ce projet d'envergure pourrait être un échec, monsieur le vice-président. Maintenant, laissez-moi passer au PME. Au PME, au secteur PME, monsieur le vice-président, c'est l'insatisfaction généralisée. Il n'y a que 100 millions de roupies qui a été alloué, et tenez-vous bien, pour 3 prochaines années, pour l'implémentation d'un 10-year master plan pour le secteur des PME. Dans cette optique, la SMI Mauritius remplacera la SMEDA comme principale institution du soutien des PME. Les 100 millions alloués pour l'implémentation du 10-year master plan pour les 3 prochaines années sont nettement insuffisants, d'autant que ce secteur contribue à lui seul 40% du PIB et qui est le plus grand employeur du pays. Et en parlant, le précédent orateur avait parlé du PME, il y a eu un reduction in the tax regime. Monsieur, une reduction, il devait préciser ce qu'il n'a pas fait. Reduction par rapport à l'exportation. Ok, peut-être je n'ai pas entendu. Par rapport à l'exportation. Mais, monsieur le vice-président, le problème, c'est que dès le départ, les PME n'ont pas les moyens d'exporter. Combien de PME exportent? Donc, ce moyen se baisse du taux fiscal. Combien de PME va en bénéficier, monsieur le vice-président? Donc, très peu de PME exportent et qui ne se souvient pas de 10 milliards promis par l'ancien magicien, excusez-moi, par l'ancien ministre des Finances, l'honorable Lakshmi Narayan. 10 milliards promis aux PME, 2 milliards par année. Et là-dessus, j'aurais aimé revenir sur le propos du précédent orateur à l'effet que 3,2 milliards de roupies a déjà été injecté, contribué, truc machin. Mais tous ces 3,2 milliards, il oublie de dire ces loans sont avec des banques commerciales, avec des taux commerciaux, pas avec le PM, pas avec le SMEDA ou bien avec le Mobank. Là, s'ils avaient pris ces loans, ça aurait été sans garantie avec un taux préférentiel. Maintenant, ils prennent ces loans, ils prennent ces emprunts avec des banques commerciales au taux commercial. Donc, et beaucoup dedans, ils prennent ça pour refinance des existing loans. Donc, voilà par rapport au PME, monsieur le vice-président. Maintenant, laissez-moi dire quelques mots sur le negative income tax. L'introduction d'un système de negative income tax pour les personnes en emploi et dont les salaires ne dépassent les 10 000 roupies. Le gouvernement, les PEP, soi-disant les PEP, avaient annoncé qu'il viendrait avec des propositions pour un salaire minimal.
ça viendra, c'est comme Anne. Est-ce que tu vois quelque chose apparaître? Donc, tout à l'heure, je te donnerai des exemples. Pendant 2 ans et demi, qu'est-ce que vous avez fait? Anne, ma soeur. Donc, beaucoup a été dit, mais rien n'a été fait, monsieur le vice-président. Dans ce budget, le Premier ministre n'a même pas mentionné le salaire minimal. Avec le soutien financier accordé aux employés de bas de l'échelle, le Premier ministre admet de fait que ces personnes sont mal rémunérées. Il refuse simplement de traiter le problème à la source et procéder à une répartition plus égalitaire de la richesse. C'est une volte-face de l'Alliance Les Peuples et une légitimation des inégalités à Maurice. Maintenant, attends avant que tu partes là, il y a un truc pour toi là. Donc, maintenant, monsieur le vice-président, laissez-moi venir à la réforme de la pension. Et c'est bien que l'honorable ministre Etienne Sina Tambou est là. D'ailleurs, je croyais qu'il allait parler sur la réforme de la pension. Au lieu de parler des châteaux en Espagne, au lieu de parler des châteaux en Italie, vous auriez dû parler sur la réforme de la pension qui est un item extrêmement important, au lieu de jouer au télétobis, monsieur le vice-président. Donc, il n'y a rien sur la pension des personnes âgées et en dépit du fait que le gouvernement avait mis sur pied un comité pour se pencher sur la question de l'universalité de la pension. Il n'y a rien sur ce sujet. Alors qu'on sait qu'il va devenir un poids de plus en plus important sur notre économie. Il n'y a rien sur la politique démographique du pays. Il n'y a rien dans le budget. M. Gaillan nous dit peut-être qu'il a lu ça en bas là-haut, mais moi je n'ai rien trouvé. Dans les années qui viennent, la population du pays aura diminué. La fameuse pyramide avec les jeunes en bas et les vieux en haut va s'inverser pour devenir une toupie. Et est-ce qu'on va attendre que cela arrive pour se pencher sur la question? Monsieur le vice-président, gouverner, c'est prévoir. Et moi, je croyais que le ministre responsable, il nous a dit qu'il était ministre responsable de la sécurité sociale, de l'environnement, de 6 mois, et aussi de ICT, je crois, à un certain moment, il a racheté des appareils, tout ça. Donc, moi, monsieur le vice-président, je croyais qu'il allait nous dire qu'est-ce qu'il pense par rapport au vieillissement de la population, qui est un fait indéniable. Donc, monsieur le vice-président, maintenant, laissez-moi passer sur nos terres agricoles. Nos terres agricoles, il y a plusieurs dimensions concernant nos terres agricoles. Je ne comprends toujours pas, et ça je vais être honnête là-dessus, différents gouvernements successifs, je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut prendre nos meilleures terres. Comment est-ce qu'on peut prendre nos terres les plus fertiles qui sont dans le milieu du pays? Quand je dis nos meilleures terres, c'est Highlands, Côte d'Or, Bagatelle, toutes ces régions-là. On est en train de transformer ça, bâtir des bâtiments béton, bâtir des structures en béton. Et le paradoxe dedans, on est en train d'investir des millions, sinon des milliards, dans le Nord pour le derocking. J'arrive toujours pas à comprendre cette incohérence. On prend nos meilleures terres pour mettre du béton, et les terres qui ne sont pas fertiles, on doit investir des milliards pour faire du derocking, monsieur le vice-président. Et là, quand je dis ça en relation du food security. Non, je l'ai dit, des gouvernements successifs. Donc, on est en train de mettre en péril le food security de notre pays. Parce que on doit garder ces terres pour les générations futures, monsieur le vice-président. Donc, monsieur le vice-président, maintenant, un autre item du budget par rapport au land conversion des golf courses. Mention est faite dans
dans le budget. Et également, comme j'ai dit, il y a beaucoup de paradoxes. D'une part, il y a une volonté de préserver nos terres agricoles, mais d'autre part, il y a une incentive pour convertir les terres agricoles. Et parmi, il y en a 4 mesures fortes. Rapidement, je vais vous en dire. Government is exempting land tax conversion for the following purposes, golf course, etc. Monsieur le vice-président, soit on garde nos terres agricoles à des soins productifs, mais comment, dans un premier temps, on dit que cela pour garder nos terres, mais d'autre part, on encourage à en faire des golf courses. On sait qu'à Maurice, il y a environ, si je ne me trompe pas, 9 à 10, 11 golf courses dans l'île Maurice. Et tout le monde sait que le golf course, c'est un gouffre financier. Et déjà dans les pays, à travers les hôtels, à travers les groupes, il y en a plusieurs golf courses. Mais pourquoi avoir permis dans ce dernier budget d'encourager des gens qui ont des terres productives, des planteurs qui font une activité économique à vendre ces terres à des gens qui en veulent pour faire des golf courses, quand on sait que les golf courses, je vous ai dit, n'est pas une activité économique, monsieur le vice-président. Maintenant, c'est bon pour le tourisme. Donc, monsieur le vice-président, laissez-moi parler maintenant de la télévision privée. Monsieur le vice-président, imaginons que les radios libres n'existaient pas. Imaginons qu'il n'y avait que la MBC, monsieur le vice-président. Imaginons que chaque matin, l'unique information radiophonique fut la MBC Radio. Et imaginons la couverture médiatique par cette chaîne en période électorale ou lors des grands sujets d'autres scandales qui ont secoué le pays. Honorable Chival, please. Imaginons le pays s'il n'y avait que la MBC, quand il y avait le scandale de Balcoulaire, quand il y avait le scandale, tout récemment, le scandale de Betamax, mais aussi le scandale de l'affaire Biscuit. Biscuit acheté à 10 roupies, vendu à 40 €, monsieur le vice-président. Imaginons la couverture médiatique par la MBC. L'absence de la télévision privée envoie une mauvaise image de notre pays, une image arriérée, alors que beaucoup de pays d'Afrique, et surtout dans la région, ont pris une sacrée d'avance sur nous. Là encore, c'était une promesse de la campagne électorale. Peut-être qu'on va me dire qu'on est en train de travailler là-dessus. Le fait que le gouvernement refuse de laisser opérer une télé privée ne révèle pas d'une démocratie éclairée pour équilibrer, mais une énième tentative de museler cette démocratie. Monsieur le vice-président, c'est une honte à l'île Maurice, c'est une insulte à l'intelligence des Mauriciens. Dans cette affaire, monsieur le président, il s'agit plutôt de liberté d'expression, de démocratie, d'un pays qui se respecte, d'un pays qui respecte ses citoyens et qui croit dans sa maturité et son intelligence. Que le Premier ministre arrête de trouver des prétextes et qu'il arrête d'insulter l'intelligence des Mauriciens, parce que la MBC le fait suffisamment tous les soirs à 19h30, monsieur le vice-président. Donc, maintenant, laissez-moi dire quelques mots par rapport à l'alcoolisme et le tabagisme, le volet social que j'aurais aimé parler. Pour combattre les méfaits de l'alcool et du tabagisme, on va augmenter les prix. On va augmenter les prix des boissons alcoolisées et des cigarettes. Trop simpliste comme solution, monsieur le vice-président. Trop simpliste parce que de tels fléaux requièrent un travail en profondeur, une campagne de sensibilisation et d'optimisation des services, des ONG, des organisations citoyennes et des ressources humaines disponibles. Si de telles mesures budgétaires sont censées diminuer la consommation, comment explique-t-on que l'État
s'attend à une augmentation de 2 milliards comme taxe indirecte. Donc, Monsieur le vice-président, je crois que l'honorable Barbier aussi en avait parlé là-dessus parce que, comme il avait expliqué, la demande est inélastique. Même si on augmente les prix, la demande va rester pareille. Un vice est un vice. On ne se débarrasse pas du jour au lendemain. Pour se payer les boissons alcoolisées et des cigarettes, on va inéluctablement puiser ailleurs. On va puiser ailleurs, on va puiser au détriment des enfants. On va puiser dans le budget de la famille, que ce soit la nourriture ou l'éducation. Donc, il y a pour moi toute une étude qui doit être faite par rapport aux méfaits de l'alcool et du tabagisme. Et dans le même ordre d'idée, laissez-moi venir sur la drogue, Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, laissez-moi dire que la toxicomanie persiste. Et là-dessus, j'aurais bien aimé dire que pour moi, je place ce combat comme un combat above party politics. Et ce fléau, la drogue doit être ce fléau qui ne doit pas être à une politique partisane. Et là, je vais profiter de cette occasion pour quand même féliciter le gouvernement. Pour quand même féliciter le gouvernement par rapport à l'institution d'une commission d'enquête sur la drogue. Bravo. Pourquoi? Parce que moi-même, en tant que député, dans le précédent mandat, j'ai insisté plusieurs fois sur la nécessité d'avoir une commission d'enquête sur la drogue. Plusieurs questions j'ai mis au Parlement sur la nécessité d'avoir cette commission d'enquête. Et pourquoi? Parce que la dernière commission d'enquête date de plus de 25 ans, plus de 30 ans. Donc, la commission Rowe. Donc, pour moi, c'est une bonne chose qu'on ait mis cette commission d'enquête, mais quand même, et je dois dire que jusqu'à l'heure, visiblement, la commission est en train de faire son travail convenablement, mais j'espère qu'ils aillent jusqu'au bout. J'espère qu'ils aillent jusqu'au bout. S'il faut appeler des gens qui sont proches du pouvoir, s'ils sont appelés des gens qui sont des avocats des partis au pouvoir, il faut les appeler parce que, je dis bravo chez l'institution, mais il faut que le travail se fait convenablement et il faut que le travail se fait en toute indépendance. Et là, on va attendre n'importe qui, même s'ils sont dénominés politiques, je ne vais pas citer des noms, et croyez-moi, il y a beaucoup comme ça. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, et d'ailleurs, je profite de cette occasion, même l'ancien leader de l'opposition, l'honorable Paul Béranger, est allé déposer à la commission d'enquête sur la drogue. Donc, pour moi, monsieur le vice-président, le mouvement anti-drogue, il mène une croisade, mais il ne bénéficie d'aucun soutien digne de ce nom de l'État. Au lieu d'utiliser la MBC à des fins de propagande, on aurait dû la mettre au service de ceux qui militent au péril de leur vie contre tous ces fléaux qui gangrènent notre société, tels que le fléau de la drogue et le sida. On aurait dû utiliser la MBC à bon escient, monsieur le vice-président. Maintenant, monsieur le vice-président, laissez-moi dire des choses concernant ma circonscription. En premier, monsieur le vice-président, je vais maintenant parler du problématique marchands ambulants. L'année dernière, dans le budget, dans le budget speed, Manchon a été fait pour caser 1000 marchands ambulants. Mais, monsieur le vice-président, aujourd'hui, quand je lis l'Express de ce matin, et nous savons tous qu'ils ont été déplacés temporairement. Mais là, encore une fois, on est en train de leur dire on va le redéplacer encore une fois. Et tous ces projets annoncés en fanfare, tous ces 1000 places,
le projet va être financé par le secteur privé. Donc, ils n'ont aucune idée sur le coût du loyer. Combien le loyer va être, où l'espace va être, qui va allouer tous ces espaces, et qui va déterminer le loyer, et qui plus est, Monsieur le vice-président, le projet elle-même qui n'a pas encore démarré, c'est supposé de terminer en janvier 2020. De toute façon, vous n'aurez pas été là. C'est supposé de terminer en novembre 2020, Monsieur le vice-président. Donc, pour moi, un gouvernement responsable, quand on prive quelqu'un d'un travail, il faut lui donner un alternatif. Et quand on l'a privé des jobs dans le secteur public dans les années 80, ils sont devenus des marchands ambulants. Aujourd'hui, on l'empêche de travailler, il faut leur donner un alternatif pour qu'ils puissent gagner leur vie correctement, convenablement. Et là, je vais revenir sur les deux sites qui ont été alloués, le site de Descamps et le site à la Gare du Nord. Monsieur le vice-président, c'est dans un état déplorable. Il n'y a aucune infrastructure. Ce n'est pas couvert. Il n'y a rien. Ils ont couvert avec des abris de fortune. Il y a une insalubrité totale. Il y a un manque d'hygiène. Les gens n'osent même pas rentrer. Et quand on regarde, quand on descend sur l'autoroute, quand on entre dans Port-Louis, on regarde à gauche, c'est comme si dirait les slums qu'on voit dans les autres pays. C'est comme si dirait un genre de petite bidonville. Tout ça, on a mis des marchands ambulants là-bas, Monsieur le vice-président. Donc, on n'a proposé aucune alternative crédible et beaucoup d'entre eux ont dû abandonner cette activité et aujourd'hui, ils sont dans le noir. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que le nombre des personnes qui viennent me voir pour une aide financière, pour une aide quelconque, a considérablement augmenté. Et ces gens-là, avant, jamais ils venaient me voir. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient, ils gagnaient leur vie convenablement. D'accord, il fallait mettre de l'ordre. Mais quand même, en tant que gouvernement responsable, on aurait dû prévoir un alternatif et un alternatif crédible, Monsieur le vice-président. Donc, autre sujet que j'aurais aimé aborder par rapport à ma circonscription, et c'est dommage que l'honorable ministre Sosnou n'est pas là, c'est le projet Concorde. Le projet Concorde, c'est un projet où on aurait érigé un multipurpose sport complexe dans le jardin de la Plaine Verte. Je ne sais pas qui est cet abruti qui a eu cette idée de venir construire un bâtiment dans un jardin de la Plaine Verte. Et le dernier, l'espace vert qui reste à la Plaine Verte, on est en train de venir maintenant mettre un complexe sportif, monsieur le vice-président. Donc, moi, monsieur le vice-président, c'est un cri du cœur que je relaie au Parlement aujourd'hui de la part des habitants des régions avoisinantes. Il faut à tout prix préserver cet espace, sinon les générations futures vont nous blâmer. Comme je vous ai dit, gouverner, c'est prévoir, et une fois cet espace vert disparaît, c'est pour l'éternité que cela ne va jamais revenir. Ce projet va à l'encontre de l'écologie. Quand même, il y a une solution assez simple par rapport à ce projet. Comme nous savons tous, il y a le centre Idriss Goumani, qui est là depuis plus de 40 ans. Et le centre Idriss Goumani, aujourd'hui, est en état de décrépitude totale. Année après année, on est en train d'investir des millions en termes de rénovation. La solution la plus simple aurait été de démolir le centre Idriss Goumani. Il y a suffisamment d'espace pour en rebâtir un bâtiment avec un bâtiment futur, un bâtiment moderne, où on aurait pu faire le sports complexe, mais aussi bien d'autres projets, Monsieur le vice-président. Et d'ailleurs, concernant
concernant les projets d'infrastructure, je l'ai dit, il n'y a aucun projet d'envergure dans la circonscription numéro 3. Qu'il se soit à Plaine-Verte ou bien à Rochebois, il n'y a aucun projet d'envergure dans la circonscription numéro 3, monsieur le vice-président. Et je dois dire aussi ma déception par rapport à la fosse policière dans la circonscription numéro 3. Aujourd'hui, si vous prenez une route comme route de Pamplemousse ou la rue des Fauges, allez voir pour vous-même. Prenons la rue des Fauges de commencement jusqu'à la fin. Il n'y a pas un seul policier, monsieur le président. Une rue comme la rue des Fauges, une rue comme la route des Pamplemousse, où des milliers plutôt, des gens, ils transitent jour et nuit. J'ai déjà expliqué à l'ajournement, avec le nombre croissant des habitants qui sont de Port-Louis qui sont installés à Vallée-des-Prêtres, à Cité-la-Cure, à Abercrombie, à Sainte-Croix, tout le monde transite par la rue des Pamplemousses. Jamais il y a un policier. Il y a aussi, et surtout, de l'incivisme. Je suis d'accord, il y a des gens qui garent leur voiture n'importe où. Mais c'est le travail de la police, c'est le travail des autorités pour mettre de l'ordre. Aujourd'hui, pour rouler en voiture dans la circonscription numéro 3, c'est devenu comme la loi de la jungle, monsieur le vice-président. Et comme ministre, le ministre Asnou, il est ministre responsable du gouvernement, mais aussi il est député de la circonscription. C'est à lui de prendre tous ces problèmes et de s'adresser au Premier ministre, au commissaire de police. Il n'est jamais là. De première division, la raison, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fog light, il n'y a pas de lumière prévue pour les matchs dans la soirée. C'est un stade vraiment moderne, un stade qui a été construit à coût de plusieurs millions de roupies, et j'avais soulevé cette question, je crois plus d'une année de cela, à l'honorable ministre Somiladen, et on nous a dit qu'il faut attendre les Jeux des îles pour mettre ces lumières. Donc il faut à tous ces jeunes qui habitent la région, tous ces jeunes qui habitent la région, ils ne peuvent pas bénéficier de ce stade parce qu'il n'a pas de lumière. Combien est-ce que ça coûte? Combien est-ce que ça coûte pour mettre des lumières dans un stade, monsieur? Et c'est bien que l'honorable ministre Toussaint est là. Peut-être il va essayer de faire amende honorable parce que le stade va être utilisé par tous les gens qui habitent Plaine-Verte, Camp-Yolof, Rochebois. On pourra faire beaucoup avec ce stade si ça a été upgradé. Monsieur le vice-président, now let me say a few words on CSR, on corporate social responsibility, which was a system that was introduced in 2009, whereby companies were required to devote 2% of their profits for carrying out CSR activities under approved programs as per published guidelines. The then Honourable Minister of Finance, Honourable Lakshmi Naraidu, stated to the House, answering a PQ, that the CSR system has been too rigid and cumbersome with its complicated set of guidelines. It was difficult for companies to allocate funds to eligible NGOs. Accordingly, he removed all CSR guidelines, but the obligation remains under the Income Tax Act for companies to allocate 2% of their profit of the tax towards CSR. Thus, in July 2015, all CSR guidelines were removed, and CSR funds and companies were allowed to use CSR funds according to their will. And the moment the CSR guidelines were removed, this is when all the problems started, Mr. Deputy Speaker, sir. And 2.5 years have elapsed since this government came into power. And we have lost so much time and money in the fight against poverty due to the incompetency and amateurism of this government. And what we see now is a set of new regulations. Mr. Deputy Speaker, sir, we don't deny the fact
that there are new targeted areas and that these areas are important, and what we can't understand, what we dispute, is the fact that these priority areas of intervention, such as the environment and sustainable development, field of advocacy, I don't know what does it mean, peace and nation building. What does CSR have to do with peace and nation building, Mr. Deputy Speaker, sir? And the biggest joke, no, it's not drug, it's road and safety and security. Corporate social responsibility, the main objective of CSR was, the primary objective of CSR was eradication of absolute poverty and vulnerable groups. Now we have amended the regulation so that CSR can be used for road and safety. We are already pumping billions in terms of tax on fuel and diesel for road and for the RDA. Now we want to use the CSR for the RDA. Il nous reste que le métro léger. On aurait pu construire le métro léger avec le CSR. Si on prend cette même logique, Monsieur le Vice-président. And answering to a PQ, B766 on free Wi-Fi spot project implementation by Mauritius Telecom, it went unnoticed, but it was in the electoral manifesto that Mauritius Telecom, they use their CSR money to finance the Wi-Fi hotspot. But by doing so, Mr. Deputy Speaker, sir, no money will be left for the NGOs, for the true NGOs doing the job, Mr. Deputy Speaker, sir. And now, Mr. Deputy Speaker, sir, let me say a few words on the Public Accounts Committee. On the Public Accounts Committee, I myself have been a member since 2010, and I am of the opinion that the Finance Minister should have a fresh look at the mandate of the Public Accounts Committee. Why I'm saying this? Because the mandate of the Public Accounts Committee has not been changed since 30 years. Since 30 years, the mandate of the PAC has not been changed, and it no longer suits well the current public finance management framework. As we are aware, the PAC derives its powers from standing orders, and presently the only role of the Public Accounts Committee is that we debate the report of the Director of Audit. It's like an ex-ante event, but is all what has already happened and reported. We debate it, we call on the public servant, and then we question them, and then we write a report. And the report, and ex post facto, and the report is not even debated in the House. The report is not even debated in the House, and the PAC does not have the power to choose subjects for examination outside the audited report. If the PAC can act to detect issues, its inquiries might have been a deterring effect. Relevant imported subjects would look beyond the issues identified in the audited report for the largest system weakness that make individuals' problems such as contracts issues inevitable. The PAC does not currently have the power to convince ministers, nor can the PAC accept the testimony of outside experts or the general public. The committee does not have technical staff at its secretariat necessary to support it to achieve its mandate. Inadequate follow-up of mechanism. There is no mechanism for government to report on whether the PAC's recommendation has been approved and implemented.
Besides, the local practice is to seal the evidence of previous committee proceedings once a new parliament has been elected. This practice limits the mandate of the PAC to investigate or to review past expenditures of government, and also limits the continuity, scope and timeliness of the PAC review process. The PAC so far does not report and recommend disciplinary actions to relevant authority in case of fraudulent practices. And now, Mr. Deputy Speaker, sir, I would like to say a few words again on the PAC, but in relation to international practices. Many countries have reformed their budget procedures in order to focus more on the results of public expenditure. It has become clear that there is a common ground in these reforms, but also there is wide divergence in approaches followed by individual countries, of course. But I must say that different chairmen of previous public accounts committees, be it Honorable Alan Garneau, be it Honorable Xavier Duval when he was chairman of Accounts Committee, be it Honorable Balamoudi, they have all stressed up on the necessity to reinvent our PAC so as to be more effective and in line with international practice. Many countries in the Commonwealth and the Francophonie has already done, and I must say that I'm ashamed to say that we lag behind in this issue, and we would urge the Honourable Minister to look into this matter seriously. And I must say that when Honourable Balamoudi was chairman of the Public Accounts Committee, we had a meeting with the then Honourable Prime Minister. Honourable Djergou also was present. I think Honourable Henry also was present. And he was very agreeable to the necessity of a reform in the Public Accounts Committee. Il était très réceptif. Il était d'accord qu'il fallait changer la donne par rapport au PAC. But then I don't know what happened to his willingness to change the PAC. And until now, and I must say that ce n'est pas avec la gaieté de cœur que chaque semaine je me rends aux réunions du Public Accounts Committee. Je l'ai fait par devoir, je l'ai fait parce que j'ai décidé de faire partie de ce comité, mais croyez-moi, le travail qu'on fait dans le Public Accounts Committee n'est pas valorisant du tout, et surtout en comparaison aux pays étrangers, Monsieur le Vice-président. Donc, Monsieur le Vice-président, laissez-moi, avant de conclure, dire quelque chose par rapport à Agaléga. Agaléga, comme vous savez, est dans la circonscription numéro 3 et ça fait partie intégrante de la nation mauricienne. Récemment, nous avons débattu la question ici à l'Assemblée nationale et dans le budget, mention est faite que c'est une décision historique de refaire la piste d'atterrissage. Mais c'est totalement faux. This has been with us for the last 10 years, 12 years. Look at all the budget speech. Mention is being made for Agaléga airstrip, for a jetty to construct in Agaléga. And now, talking about a historical decision. This government has been in power for 2.5 years. What have you done for 2.5 years? Nothing. Nothing. It's now that we hear that this will be done, that will be done. But still, 2.5 years, half of the mandate is over, and even the previous minister of Outer Island, Honorable Kunju, I don't know whether he has been to Agaléga or not, and he has been, but nothing has been done. Everything has there. He did not get the flowers there. Order. Okay. Donc, Monsieur le Vice-président, maintenant laissez-moi conclure. Il faut venir avec des mesures concrètes au plus vite pour rassurer tous ces gens. Sinon, leurs craintes pourraient devenir contagieuses et se répandre dans la société, créant une psychose générale très mauvaise pour la relance de l'économie. Peut-on être si naïf pour croire que les investissements étrangers
vont se bousculer à notre porte et les valises pleines des capitaux pour se disputer les secteurs où ils vont investir. Déjà, nous avons une image à refaire, tout un climat de confiance à établir. Pour que on nous prenne au sérieux, il faut envoyer des signaux forts et surtout nommer des gens hautement crédibles dans des secteurs vitaux de l'économie. Pas des membres de la famille, pas de petits copains, pas de petites copines. On a menti à l'électorat. On avait parlé d'un deuxième miracle économique et une nation d'entrepreneurs. Mais après 2 ans et demi, on est loin de cela. Les deux ténors des années 80, l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre des Finances, ne sont plus au poste où ils étaient en 2015. Ils ne sont que le pâle reflet de ce qu'ils étaient avant. Ils se sont tout simplement trompés d'époque. Le premier, qui a fondé tous nos espoirs, est devenu ministre mentor en jouant en retrait. L'autre est allé au ministère des Affaires étrangères pour jouer au profil bas, parce qu'il disait que sa santé ne permettait pas d'être ministre des Finances, mais sa santé lui permet d'être ministre des Affaires étrangères. Ce sont les seconds couteaux qu'ils ont montés au créneau pour prendre des décisions importantes. Des échecs en échecs, de volte-face en volte-face, des contradictions en contradictions, le pays s'enfonce davantage dans le désespoir. Ce gouvernement aurait dû prendre le taureau par les cornes et tenter de redresser la situation en donnant le bon exemple dans le sens du sacrifice, d'abnégation et du sérieux. Mais on a eu droit à des nominations des proches, avec des salaires mirobolants, faisant des grands titres de la presse. Est-ce que le signe avant-coureur d'une fin de règne, Monsieur le vice-président? Pour se défendre, le gouvernement fait usage éhonté et abusif de la télé, comme si c'est sa propriété personnelle. Le bulletin d'information est grossièrement traficoté et manipulé, poussant la majorité des téléspectateurs à se tourner vers d'autres chaînes. Oh, notre station nationale aurait dû être notre fierté nationale, un outil de prédilection pour unir la population autour des idéaux nationaux, un outil efficace pour notre nation building. À en juger, Monsieur le vice-président, ce qui se passe à l'étranger par rapport aux élections. On se demande si on ne s'achemine pas vers un raz-de-marée balayant tout sur son passage pour instaurer une nouvelle ordre politique dans un décor nouveau et dans un paysage nouvel. Monsieur le vice-président, il y a un manque de leadership. Order. Il y a un manque de leadership. Il y a un manque de leadership éclairé et une mauvaise répartition de richesses dans notre pays. Les innombrables scandales et l'arrogance du pouvoir fait que l'usure commence à se faire sentir. Monsieur le vice-président, la politique, Monsieur le vice-président, pour terminer, la politique est une roue qui tourne en permanence. Et cette roue est en marche pour botter ce gouvernement haut du pouvoir, et ce sera que justice naturelle.